Très bien, bienvenue. Vous êtes donc nombreux, hein. Vous êtes des partout au Grand Kasaï, les Grands Katanga, mais vous nous suivez aussi à l'Est, à Goma, où vous nous écrivez très nombreux. Cette émission d'analyse, des débats contradictoires vous offre des thématiques intéressantes, mais beaucoup plus nous parlons de l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est une nécessité ou encore une illusion? Nous allons en parler. Vous savez que du côté de l'Union africaine, les choses se bougent. Niassime, qui est désigné médiateur par l'Union africaine, essaye un peu de bouger les choses. Il essaye donc de bouger les choses, mais l'on se pose des questions. Plusieurs questions se posent sur, bien évidemment, cette démarche de la paix. Est-ce qu'au regard de tout ce qu'il y a eu comme processus qui existe déjà, j'aimerais vous citer ici Nairobi, Luanda, Doha, ainsi de suite. Il y a déjà plusieurs pourparlers qui existent déjà. Est-ce que maintenant c'est Lomé qui sera les points de chute? Nous allons donc en parler. J'ai donc les réels plaisirs de recevoir sur ces plateaux des éminents congolais qui réfléchissent sur leur nation. Nous avons pour la première fois Marius Moubalama, il est analyste politique et président du mouvement Congo des valeurs. Je rappelle qu'il est allié de cette grande plateforme ou allié du docteur Mukwege, Denis Mukwege, qui a aussi son point de vue par rapport à ces dialogues. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour l'estime que vous aviez porté à ma modeste personne en fait de participer à ces plateaux de qualité pour y apporter nos réflexions, mais également nos positions par rapport à ces processus de la paix, mais également apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de la paix dans notre pays. Vous devez savoir que notre pays, il n'y a pas la paix. Et la paix que nous sommes en train de chercher, nous devons la construire. Et tout Congolais est pris de l'amour de son patrie. La connaissance qu'il a, il doit l'apporter. Donc nous sommes là pour cogiter ensemble afin que nous puissions apporter des lumières par rapport aux positions prises par le Dr Denis Mukwege et sa contribution pour qu'il y ait une paix durable dans notre pays. Très bien. En face de lui, donc à ma droite, il s'agit de Sylvain Lumwanga. Sylvain Lumwanga est un habitué de nos plateaux, de plus en plus demandé. Hein. Sylvain Lumwanga, bienvenue. Merci beaucoup mon frère Didier. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces temps de parler pour l'intérêt de la République. Mon frère Didier, laissez-moi vous dire que les conditions de vie à Kinshasa ne cessent de se détériorer chaque jour. Ah bon? Je me demande vraiment si aujourd'hui Kinshasa peut être encore appelé Kinlabel. D'antan, si Kinshasa aujourd'hui est encore réellement le miroir de la République, si Kinshasa est vraiment la plus grande capitale francophone au monde. Vous savez, pour arriver ici, les embouteillages monstrueux. Oui. Et au-delà des embouteillages, l'impraticabilité de nos routes, les inondations kili-kili. Oui. À la cité, le coût des garanties locatives ne cesse de galoper. Oui. À Kinshasa, Bandak Moussousou, ba garantie, elongwa 10 mois et komati ba 13 mois. Ah bon? Biloko na wenze prix, mutuna ba prix nae. Oui. Donc, d'une autre manière, je peux dire l'absence de l'autorité de l'État sur la ville-province de Kinshasa. Et oui, pendant ce temps, les dormeurs nationaux ne font que dormir. Oh, mais c'est qui les dormeurs nationaux? Le gouverneur Daniel Bumba, hein, les dormeurs nationaux. Et là, j'ai vu, il y a un communiqué qui a circulé pour signifier que le temps, les délais qui a été donné, on appelle ça comment, la courtoisie, oui, prend fin déjà dès ce 26. Les contrôles techniques vont reprendre, les contrôles des permis de conduire, ainsi de suite. Okay. Je me demande vraiment si toutes ces histoires-là sont nécessaires pendant que tout Kinshasa est en chantier.
Très bien. Place Yakokumba Pemituka et Zali Sousouté. Ouais. Je me demande 65 ans. Tant mieux que les gens laissent leur véhicule à la maison. Mais comment les gens vont se rendre dans des milieux professionnels, dans des marchés et partout ailleurs, étant donné... Aujourd'hui, les véhicules ne servent à rien. Nous, on a décidé de marcher à pied. Hein. Moi, j'ai décidé de marcher à pied. Justement, même les motos ne servent plus à rien parce que les embouteillages, maintenant, c'est même sur les motos. Mais donc, si tel est le cas, pourquoi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa peut lever l'option de la courtoisie routière pour déployer plus de 3000 agents sur la ville de Kinshasa pour des contrôles techniques, permis de conduire et consorts, pendant qu'il n'y a pas de route? Mon très cher frère, 65 ans... Le problème, c'est des routes ou c'est les usagers de la route aussi Non, c'est un problème. Hein. Et font face aux usagers de la route. Oui. Ces usagers de la route-là, bien sûr, doivent se conformer à la règle. Mais maintenant, en se conformant à la règle, pour rouler sur quelle route qui n'existe pas? Une route qui est en plein chantier. Ce n'était pas nécessaire. Il faut d'abord construire des routes. Il y a tellement plein de véhicules et les gens ne savent plus rouler. Mais c'est un autre... Mais d'abord, la majorité des routes sont en construction. Que ce soit des routes secondaires ou des artères principales. Toutes ces routes-là sont en pleine transformation. Très bien. Mais comment est-ce que vous pouvez encore projeter un processus pendant que vous êtes encore en train de construire des routes? Mon frère, laissez-moi vous dire que 65 ans après, Kinshasa, on a tout perdu vraiment. Tout ce que nous avons hérité de nos colons n'existe plus. Nous avons failli à notre mission. Okay. Je vous donne un exemple. Dubaï était un village à l'époque. C'était un village de pêcheurs. Mais aujourd'hui, 65 ans après, aujourd'hui, en plein 21e siècle, après quelques décennies, Dubaï est devenu aujourd'hui une métropole. Très bien. Un lieu où tout le monde s'empresse à aller visiter, passer du temps et tout. Qu'est-ce que nous avons fait de ce que nous avons hérité de nos colons? En République démocratique du Congo, ceux qui ont dirigé ce pays sous Mobutu, sous Kabila père, sous Kabila fils, aujourd'hui sous Tshisekedi, même eux aussi quand ils partiront, tous ces gens-là s'empressent à aller vivre qu'à l'étranger. Très bien. Mais les gens qui sont censés transformer leur pays, auquel ils ont eu le temps à diriger, s'empressent à aller vivre à l'étranger, à envoyer des enfants étudier à l'étranger, se procurer des investissements immobiliers qu'à l'étranger. Et donc, c'est comme si les pays qui les a tout donnés appartiennent à des cobayes qui ne peuvent pas bénéficier d'un développement. C'est dommage, vraiment. Très bien. La grande question, que fait l'Union sacrée, que fait la gestion actuelle? Non, il ne faut pas seulement parler de l'Union sacrée. Ça, c'est une responsabilité collective des dirigeants, de gouverner et de gouverner. Parce que quand le gouvernant vient, écoutez, je vous explique. Écoutez, je vous explique. On nous construit. L'autorité de l'État. Je vous donne des exemples. L'Union sacrée, c'est pas plus. Justement, instaurer l'autorité de l'État. L'Union sacrée va instaurer l'autorité de l'État. Mais nous avons un sérieux problème. La mentalité de la population congolaise. Ces autorités-là qui prennent les sens contraires. Voilà pourquoi je vous parle d'une responsabilité collective. Voilà pourquoi je vous parle d'une responsabilité collective. C'est une responsabilité qui incombe aux gouvernants et aux gouvernés. Chacun a une part de responsabilité. D'ailleurs, je ferai une émission spéciale. Les réalités de Kinshasa et de la République. Vous nous suivez partout, envoyez des vidéos, les réalités de la rue. Comme ça, on va parler de tout ça. Et les dirigeants sauront ce qui se passe dans la cité. Parce qu'à un moment donné, ça énerve. Il n'y a pas de route pour non, ne dites pas qu'ils sauront. Ils le savent. Ils le savent, mais parfois, il y a la mauvaise volonté. Mais s'ils ne savent pas, ils n'ont qu'à démissionner. Les gouverneurs, les ministres, là, ils n'ont qu'à démissionner. Guillaume, vous avez la parole. Cette situation inquiète. Cette situation est inquiétante. Bienvenue. C'est votre première prise de parole. C'est vrai que Sylvain, votre co-débatteur, a déjà commencé avec les dossiers chauds. Mais il faudrait quand même qu'on en parle. Bienvenue, Guillaume. Merci Didier. Merci de la confiance renouvelée. Et surtout qu'à chaque fois quand on est convié à ce genre de débat, on se dit qu'on doit venir. Question de pouvoir faire entendre notre voix sur la gestion de la chose publique, de la res publica. Alors,
Je n'avais pas l'intention de parler de la ville-province de Kinshasa, mais comme, en tout cas, comme mon co-débatteur à côté, malheureusement, il a dit beaucoup de choses, mais tout en étant superficiel. Parce qu'il ne sait pas... Il a été superficiel. J'ai dit bien superficiel, j'essaie bien... enfoncer les clous, hein, vous avez voilà, 2 minutes pour choisir mes mots. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne sait pas, en fait, établir les responsabilités. Parce que la gestion de la ville repose entre les épaules de Daniel Bumba. Aujourd'hui, tout Congolais et tout Quinois, pour ne pas parler de Congolais en général, tout Quinois, c'est que Bumba est incompétent. En tout cas, son incompétence n'est plus à démontrer. Donc Bumba est incompétent. Vous m'avez complété, en fait, vous m'avez répété. Oui, c'est le vocable qui a été utilisé par moi. Oui. Et alors, comme vous donc, voulez... Donc, vous dites que Bumba est incompétent. Comme vous voulez à ce que je me répète, je le fais plutôt une fois de plus. Je vous dis que Daniel Bumba est incompétent, parce que son incompétence n'est plus à démontrer. Son incompétence, aujourd'hui, on sait, au fait, la lire de par ce que nous voyons, de par la gestion de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, je vous dirais que Kinshasa n'est pas dirigé, Kinshasa n'est pas gouverné. Kinshasa, mais oui. Chacun fait sa loi. Mais chacun fait ce qu'il veut. Permettez-moi, je peux aller plus loin pour vous dire que nous vivons maintenant dans une jungle. Oui. C'est pas fort ça, Guillaume. C'est pas fort ça. Mais ne faisons pas semblant face à ce que nous observons. C'est quand même la capitale des institutions. Écoutez, les sièges de toutes les institutions. Écoutez, au lieu de se saisir du vrai problème qui assaille la ville-province de Kinshasa, alors vous avez votre monsieur qui va toucher que les symptômes. Non, il faut saisir la maladie. Bumba touche que les symptômes. Bien sûr. La ville sur tout le plan est indirigeable. Sur tous les plans. J'ai dit bien sur tous les plans. Si vous savez un plan où les choses marchent, alors vous me le citez. Un secteur, dites-moi le secteur où les choses marchent convenablement. Bon, malheureusement, c'est moi qui pose des questions, mais il faut être franc. Il y a quand même des secteurs où ça marche, selon Bumba. Non, ça ne devait pas être selon Bumba. Oui. Ça devait être selon les Quinois. Parce que vous et moi, je m'en vais vous dire. Oui. Je m'en vais vous dire. Aujourd'hui, parce que certes, une fois, récemment, j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui autour de catastrophes naturelles. Il dit, écoutez, le catastrophe naturelle, en fait, épargne la politique. J'ai dit non. La politique ou le politique se mettent à prendre des mesures préventives face aux catastrophes naturelles. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, quand il pleut, personne ne sait circuler. Aujourd'hui, toutes les mesures qu'on essaie de prendre, ça ne marche pas. Je ne vais pas loin. Rapidement. Je prends l'exemple. D'ailleurs, c'est pour chuter. Je prends l'exemple de Triomphal. On a vu, vous avez un grand collecteur, là, qui a été d'ailleurs construit récemment, à côté d'Arena. Et face aux inondations qu'on ne sait pas, en fait, maîtriser, je ne sais pas, on a vu le ministre des Infrastructures descendre sur place. Ils ont eu à réfléchir de leur manière pour dire qu'on devait faire encore d'autres caniveaux de l'autre côté. Je pense que ceux qui fréquentent la voie là savent de quoi est-ce que je parle. Mais récemment, la dernière pluie. Oui. Mais s'il vous plaît, c'est-à-dire, on n'a pas réfléchi face au problème. C'est pas là qu'on a vu les ministres Banza, les ministres des Infrastructures croiser les bras comme ça, dire que... Bon, on a vu quand même un ministre sur terrain, on s'est dit, lui, il est ingénieur. Non, écoutez, il fera quelque chose. Écoutez, c'est que aussi les gens doivent éviter, c'est quoi? C'est faire la politique de spectacle. La politique de spectacle, c'est-à-dire, vous faites une descente sur terrain pour quelle fin? La descente sur terrain voudrait assez que l'on se saisisse du problème et que l'on y apporte des solutions. Et ça doit être des solutions qui pallient au problème et non des solutions qui viennent encore enveniner le problème. C'est ce que nous avons vu. Parce qu'ils ont fait le caniveau. Lequel caniveau n'a résolu aucun problème. Ok.
Ok? Et aujourd'hui, Daniel Bumba prend des mesures, entre guillemets, Oui. pour la circulation routière, où on doit devoir déployer 3000 agents, c'est-à-dire parce que c'est déjà une commission conjointe entre la police et les agents de Lui, il veut que de l'hôtel de Bumba ne ville. veut que percevoir. Mais, écoutez, percevoir. Mais travaille, Bumba. Mon frère, tu es journaliste. Oui. Tu es journaliste. Oui. C'est-à-dire les journalistes se saisissent du fait, Voilà. ils analysent le fait, mais le fait est là. Oui. Aujourd'hui, dans des pays sérieux, Oui. avec des personnes sérieuses, Oui. il n'y a pas une autre solution que la démission de Daniel Bumba, Très bien. qui a prouvé son incompétence. Très bien. Alors, moi, je me pose une question, et c'est une question directe que je pose à la population, mais beaucoup plus aux députés provinciaux de Kinshasa. Ils sont où? Les députés provinciaux de Kinshasa sont où? À Limité, ça se remplit. Les députés provinciaux, là, ils servent à quoi? Je ne les connais même pas, à peine 2 ou 3, qui sont d'ailleurs des suppléants de ces députés-là qu'on croyait être très dynamiques. Je parlerai du député Nicolas qui, qui était les suppléants d'Eliezer Tamboué. Je parlerai de... Mais les autres députés provinciaux sont où? C'est ça la question. Je vais vous donner aussi une minute, à moins que vous n'ayez pas beaucoup à dire, qu'on entre dans le sujet, et j'entrerai sur des questions directes. Est-ce que le dialogue aujourd'hui est une nécessité ou une illusion? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a des chapitres qui s'échangent maintenant. Il y a ces chapitres où les processus de Lomé. Est-ce que ces processus va-t-il aujourd'hui apporter quelque chose de nouveau après plusieurs échecs? J'appelle ça des échecs parce qu'on n'a pas eu les résultats escomptés. Nous avons Luanda, nous avons Doha, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons peindre le tableau pour dire que Lomé est peut-être une autre chance? Okay. Vous avez aussi le temps de réagir sur les dossiers Kinshasa et tout ce qui est dit ici. Donc, vous avez au total 5 minutes. Donc, je commence par une minute là pour entrer dans le sujet, l'essentiel. Oui. C'est que moi je suis nous, de l'opposition, nous sommes des observateurs de la société, particulièrement de ceux qui gouvernent. Oui. Et nous y apportons des critiques positives pour qu'à leur niveau, puissent améliorer leur travail. Okay. Mais un comportement que je suis en train de vivre dans l'Union sacrée, qui laisse à désirer le communauté de l'Union sacrée, qui s'attaque, n'est-ce pas, aux mandataires choisis par eux-mêmes. Ils s'attaquent eux-mêmes. Ils s'attaquent eux-mêmes. Je vois certains communicateurs... Ce qui n'est pas mauvais. S'il vous plaît. Je vois des communicateurs de l'Union sacrée qui s'attaque à l'actuel chargé de mission de la DGRK. Okay. Donc, quand vous suivez l'action de ces nouveaux chargés de mission de DGRK, il est l'un des meilleurs gestionnaires de cet établissement public qui a réalisé des performances que les autres n'ont jamais réalisées. Ah bon? Il est le premier. C'est qui s'est chargé de mission? Il s'appelle Passi Kadja, oui. Qui est, je crois, il est du pouvoir. Oui. Il a pu atteindre 5 millions de recettes le mois antérieur. Oui. C'est qu'aucun, n'est-ce pas, mandataire à la DGRK a réalisé. Il a changé beaucoup de choses, a amélioré beaucoup de choses dans l'administration de la DGRK. La DGRK est devenu prêt. Il est dans la sensibilisation. Ah bon? Parce que beaucoup ne savent pas c'est... Nous devons voir ça. Il ne s'agit pas de nous dire la ici population et puis... ne savent pas c'est quoi le rôle et à quoi sert la DGRK. Mais l'homme Passi Kadja travaille sur ça. Mais il y a des communicateurs, des gens qui sont payés pour suivre l'image ou bien tirer vers le bas le travail qui a été fait au niveau de la DGRK. Parce que nous, on observe. Ce qui est bon, on sait dire que ça, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, il faut aussi, quand on est républicain... La DGRK qui est sous tutelle de Daniel Bumba. Bien sûr, ça veut dire que... Donc, ça veut dire qu'il y a un aspect où Daniel Bumba travaille bien que d'autres co-débatteurs cherchaient. À la DGRK, à ce qui concerne le recette de la province, la mobilisation des recettes, ça se fait au niveau de la DGRK. La gestion de ces recettes-là, c'est Bumba. Là, c'est une autre paire de manches. Ouais. Mais ce qui concerne la mobilisation, le travail se fait bien. Et je salue le travail de ce jeune Passi Kadja qui est à la DGRK. Pour revenir maintenant au vif du sujet, vous voyez par rapport à Kinshasa, il a évoqué quelque chose de très important. Oui. Quand il parle de caniveau au niveau de boulevard Triomphal, Arena et tout. Il faut comprendre que
Autant qu'on est en train de démolir les constructions des paisibles citoyens, il y a certains bâtisses de l'État qu'il faut aussi démolir. Dans l'Arena, ça c'est une construction anarchique. Arena est une construction anarchique. Le centre culturel, Oui. c'est une construction anarchique. Ah bon. Parce que quand il plaît, Oui. là-bas, vous voyez chaque fois les dégâts qui se font. C'est lié à ces constructions-là dont on n'arrive pas à canaliser l'eau. Donc vous dites qu'il faut démolir les centres culturels et aller les construire par pendant rapport 5 ans. et aller les Et construire. Arena, là, qu'il y a encore des problèmes, là. S'il vous plaît. Oui, mais je relance. Les maisons des paisibles citoyens qu'ils ont construit pendant plus de 20 ans, ça a été démoli. On n'a pas eu pitié pour la population. Ouais. Et ça cause des dégâts et problèmes sérieux sur le boulevard Triomphal. Il n'y a pas ça comme construction anarchique. Prenons l'actuel, les Andes qu'on a construits. C'est aussi une autre construction anarchique. Okay. Par rapport à la capacité de la population qu'elle doit recevoir. Par rapport aux problèmes liés aux embouteillages de Kinshasa. Cela devrait être construit à Malukubi, à Sélé. Et là, ça pouvait changer la dynamique de la population. Allez voir ici à Mondjiba. Un gros bâtiment est en train d'être monté. Là où ça ne devrait pas, c'est sur le rail. Vous voyez le rail qui est sur Mondjiba. Oui. Vers la mosquée, vers GB. Un grand bâtiment est en train d'être construit là-bas. C'est aussi une construction qui ne doit pas être là-bas. Et ce sont des constructions que l'État autorise. Les constructions appartenant à l'État. Ok. Donc vous allez comprendre que l'État lui-même est responsable de certains dégâts à Kinshasa. Quand c'est pour la population, on doit casser, on doit démolir. Mais quand c'est pour l'État, là où certains responsables sont bénéficiaires, n'est-ce pas, de rétrocommissions, de ceci et de cela, ça on laisse tomber. Kinshasa on doit changer la dynamique des mouvements de la population. Certaines constructions, certains immeubles doivent être construits loin de la ville pour attirer la population. Même les centres financiers qu'on a construits, n'est-ce pas, à la Gombe, ne devraient pas être là. On devrait l'amener à des endroits, à d'autres endroits, non occupés, pour attirer la population d'aller vers ces endroits-là. Très bien. Et on serait en train de résoudre de tant soit peu les problèmes. Mais quand on veut centrer tout dans la ville, toutes les activités dans la ville, vous voyez que ça pose un problème sérieux. Okay. Là, c'était par rapport à mes mines que vous m'aviez données. Mais revenons maintenant au vif du sujet. Très bien. Dialogue, il vous reste 2 minutes. le processus de Lomé. Messieurs les journalistes, les conflits à l'Est, moi, Marius Mbalama, je le suis à 2 niveaux. Il y a un niveau endogène et un niveau exogène. Et le problème qui est plus prépondérant dans ces conflits, c'est le problème exogène. Mais vous allez voir la classe politique aujourd'hui. Oui. La société civile, tous ne jurent que sur les dialogues à l'interne. Ok. Et je suppose que les dialogues à l'interne, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est nécessaire pour résoudre les problèmes à l'interne, les problèmes liés au conflit, les problèmes qui sont endogènes, les problèmes liés aux élections, les problèmes liés à la gouvernance, les problèmes liés à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, aux problèmes liés aux infrastructures. Dans ces dialogues, c'est pour résoudre des problèmes congolais. Oui. Ouais. Maintenant, si vous, tel que nous sommes sur cette table ici, Oui. nous sommes d'accord que nous sommes agressés par le Rwanda. Nous sommes d'accord sur cette table que sur notre territoire, on y retrouve la rébellion ougandaise, dont la Defnalu. On y retrouve la rébellion burundaise vers le sud-sud, qu'on appelle FNL. Si on y trouve, si les minéraux qui sont pillés dans notre pays sont vendus dans toutes les capitales des pays de la sous-région, Oui. et que ceux qui ont besoin de ces minéraux-là, les multinationales appartenant, n'est-ce pas, aux pays puissants, achètent ces minéraux-là dans ces pays limitrophes, donc les pays de la sous-région des Grands Lacs, et arment ou bien soutiennent le Rwanda et d'autres pays pour nous agresser, Oui. vous allez comprendre que le conflit de notre pays a une dimension régionale et internationale. Ok. La question que moi, Marius Mbalama Mukogiste, je me pose, Oui. c'est de savoir en quoi est-ce que le dialogue interne, inclusif soit-il, peut-il résoudre les problèmes qui est régional et international. Ok. Vous comprenez que la priorité aujourd'hui devrait nous diriger sur la voie de chercher d'abord comment recouvrer notre intégrité et notre souveraineté. Aller dans un dialogue pendant que notre souveraineté et intégrité demeurent violées, nous serons en train de recycler les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs? Donc c'est pas opportun maintenant. En ce moment, Le dialogue n'est pas opportun. Ce qui est opportun, Oui. c'est d'abord
nous tous, classe politique, opposition comme majorité, société civile, de nous mettre ensemble, ayant le même langage, pour qu'on puisse appliquer la résolution 2773, obtenue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, grâce à ça, il faut le dire avec courage, au dynamisme ou bien à la diplomatie assistante menée par Dr Denis Mukwege à tous les niveaux, au niveau international. Parce que vous avez vu Dr Denis Mukwege à l'Union européenne, il a tapé le pont sur la table, il a insisté, il a montré combien est-ce que nous sommes agressés par le Rwanda. Et il a insisté à ce que les sanctions tombent sur le Rwanda pour que la résolution 2773 soit appliquée. Merci. Pardon, s'il vous plaît. Ouais, et vous allez vous rappeler que les sanctions ont tombé contre le Rwanda. Et c'est la diplomatie interne ici qui a décidé d'abandonner la résolution 2773, d'abandonner les sanctions contre le Rwanda et d'aller dans une dynamique des Doha et des États-Unis qui nous bloque aujourd'hui. Et donc, nous disons que la solution, d'abord, pour recouvrer la résolution, pour recouvrer notre intégrité, notre souveraineté, demeure d'abord la résolution 2773. Peut-être pour revenir à Lomé, je vais revenir. Non, la parole doit tourner. Je vais revenir vers vous. Merci. Sylvain Lumonga, je vous pose pratiquement la même question, hein, tout en connaissant votre position déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une frange de l'opposition qui dit que le dialogue n'est pas opportun, notamment votre co-débatteur, mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution de choses, regardez l'Union africaine qui bouge avec fort et autres, est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi parmi les résolutions pour finir la crise politique? En tout cas, merci de la question. Avant d'aborder la question, vous avez 5 minutes. Laissez-moi rebondir sur ce que mon co-débatteur en face, Ndeko Marius, vient de dire. J'ai apprécié tout au début, il disait, nous sommes de l'opposition. S'il y a du bien, on apprécie. Si on fait mal, on porte des critiques positives pour pousser les gouvernants à corriger. J'ai aimé ce qu'il a dit sur la question, parlant du dialogue. Il a dit comment est-ce que le dialogue peut être opportun pour régler des problèmes en interne, pendant que l'agression dont la République démocratique du Congo est en train de subir est aussi au niveau régional. Comme pour dire, nos pays voisins qui arment le fils de notre pays, qui financent le fils de notre pays pour créer cette instabilité. Ça, c'est fort, ce qu'il a dit. Mais comment est-ce qu'on pourra parler de dialogue? Quand on va régler ça en interne, il n'y aura pas de solution. Tout ce qui sera trouvé comme solution autour d'une table pour un processus de paix, de dialogue, quand chacun va se tirer de son coin, et qu'avec celui qui lui finance, celui qui lui arme, il a ses intérêts qu'il va puiser derrière cet homme-là. Donc, au-delà de sur les dialogues comme conflit interne, vous soulevez ici des conflits régionaux, des conflits d'intérêt, des conflits justement, parce que moi, je ne peux pas vous financer, vous doter du matériel logistique, vous doter d'un arsenal d'armement, même de l'espace, comme justement, nous avons vu au Kenya, au Nairobi, au Kenya, pendant que nous avons des accords, des relations bilatéraux que nous avons signés avec le Kenya. À l'époque du président Uhuru Kenyatta, les relations étaient tellement au beau fixe entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Mais quand William Ruto vient au pouvoir, nous avons vu l'AFC voir jour au Kenya. Ce qui a créé incident diplomatique grave. D'où nous avons vu même le gouvernement de la République démocratique du Congo faire des déclarations. L'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo a été convoqué par notre ministre des Affaires étrangères pour donner des explications. Vous voyez. Et donc, quand on évoque le cas du dialogue à ces niveaux, bien sûr, certes, ça réglera des problèmes internes. Mais maintenant, le fournisseur de tous ces Congolais-là qui ont rejoint l'armée. Voilà pourquoi j'ai salué le point de vue de mon frère Marius qui a épinglé un point très important. Certes, nous ne pouvons pas l'ignorer. Le Congo aujourd'hui... Est-ce que cette médiation de l'Union africaine n'est-il pas nécessaire? Parce que lorsque l'Union africaine prend le taureau par les cornes, on s'est dit quand même qu'on est apaisé. Vous savez... Bien que le problème il faudrait souligner que l'Union africaine n'a nullement indexé l'agression rwandaise, ni les agressions. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. L'Union africaine devient un tireur de ficelle. Je vous donne un exemple.
les États-Unis n'est pas membre de l'Union européenne. Les États-Unis payent les députés membres de l'Union européenne. Les États-Unis payent les sièges de l'Union européenne en Belgique. Et donc, autrement dit, les États-Unis dictent les décisions de l'Union européenne. L'Union européenne finance l'armée rwandaise en dotant plus de 20 milliards d'euros l'an à l'armée rwandaise. L'armée rwandaise qui fait une invasion en République démocratique du Congo pour tuer les Congolais avec l'obsession sur nos terres qui sont immensément riches. Et l'Union africaine qui doit être neutre, l'Union africaine qui est cet organe qui gère les pays membres du continent africain, oui, qui ne doit pas s'appesantir sur un État qui est en train d'agresser un autre État sur base des accords ou des textes qui régissent l'Union africaine. Et donc, à ce niveau, vous voyez que chaque organisation à ce niveau tire des ficelles. Au stade où nous sommes, le Congo a besoin d'un sursaut collectif. En toute sincérité, le Congo a besoin des intelligences congolaises qui doivent dépasser les intérêts personnels, mon frère. Okay. Tous les Congolais, qui qu'ils soient, les Congolais de Bwende, de Bassankoussou, de Katakokombe, de Kasongolunda, de Zongo, du Katanga, du Grand Kassai, tous ces Congolais-là doivent dépasser d'abord leurs intérêts personnels, œuvrer ensemble pour la sauvegarde de la souveraineté. Très bien. Pour l'unité nationale. Très bien. Et donc, si à ce niveau-là, en toute sincérité, nous atteignons ces pics, là, ça nous permettra maintenant d'affronter les hostilités, d'affronter cette situation au niveau régional. Très bien. J'aimerais demander aussi au niveau international. Très bien. J'aimerais poser encore la même question. Ça se fera dans quel contexte? Parce que les politiques cherchent les dialogues pour leur finalité. Mais c'est aussi un cadre où on peut bien évidemment évoquer tout ce que nous disons ici. Guillaume, vous avez le même temps d'antenne. Mais la question reste pratiquement la même. Est-ce que le dialogue est une nécessité? Vous êtes celui qui dit toujours que nous devons y aller. Au regard de tout ce qui s'est dit ici, on dit que ce n'est pas opportun parce que le vrai problème est ailleurs. Mais au regard de l'implication de l'Union africaine, est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans les bons ou encore c'est une diversion ou un échec? Cher Didier, je pense que je ne changerai pas mon discours. Mais déjà, en suivant mes déco-débatteurs, où j'ai trouvé, permettez-moi le terme, un peu d'incohérence dans leur construction de pensée. Allez-y. Donc, je vais dire ce qui suit. Qu'au stade où nous en sommes, le dialogue entre Congolais est d'une nécessité inéluctable. On ne peut pas s'en passer. J'ai saisi mon co-débatteur à ma gauche de par ses derniers mots. Il dit... Sylvain Lumwanga. Sylvain Lumwanga, oui. Il dit qu'il est d'une importance capitale que le Congolais exprime le sursaut patriotique ou collectif. Oui. Donc voilà, je pense que c'était ça. Mais comment y arriver si le Congolais ne se mettent pas autour d'une table pour avoir le même langage face à l'ennemi? J'ai rejoint mon co-débatteur en face de moi, monsieur Marius Mobalama, lorsqu'il dit que le problème, il est plutôt exogène. Prépondérant. Exactement. Et donc, quand vous reconnaissez que le problème, il est ailleurs, c'est-à-dire le problème c'est le Rwanda, c'est-à-dire ce qui renvoie à dire que lorsqu'on voit le problème au niveau exogène, c'est-à-dire on doit aussi chercher à le régler au niveau endogène. Et par là déjà, aujourd'hui pour que le Congolais fasse face au Rwanda, il faudrait que le Congolais ait un même langage. Et comment arriver à avoir un même langage? C'est-à-dire que d'entre le sous-traité du Rwanda, qui sont les dignes fils de ces pays, le Rwanda arrive à les sous-traiter comment? Parce que d'entre ces sous-traités, il y a de frustrés. Il y a ceux qui accusent Tshisekedi
d'être tyran, d'être dictateur, de les avoir arraché ce qui leur appartiendrait. Entre guillemets. En l'occurrence, je vous cite Nanga. En l'occurrence, donc il y a des conflits internes dit, aussi. Il y en a autant. Écoutez, permettez-moi de allez-y. Parce que je suis parti de la construction de mes co-débatteurs pour pouvoir dégager ma pensée. Exactement. Alors, je reviens pour dire, ici, on nous reconnaît, on dit qu'il n'est pas nécessaire de faire le dialogue interne. Non, on n'a pas dit qu'il n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, permettez-moi. Vous allez répondre. Je pense que quand vous aurez votre temps d'antenne, vous avez tout le temps de pouvoir balayer tout ce que vous considérez d'hérésie en sortant de moi. Alors, ici, mes co-débatteurs l'ont souligné, parce que cela est sorti de leur bouche, en disant que le Rwanda sous-traite le Congolais qu'il utilise pour pouvoir nous attaquer. Ce qui est vrai. Parce que vous avez Nanga, vous avez Kabila, pour ne citer que cela. Et ces derniers reprochent au régime de Kinshasa de la tyrannie, de la dictature, de tout ce que, de la mauvaise gestion et tout ce qui va avec. Cela étant, c'est que déjà à l'interne, il y a un problème. Parce que le Congolais n'arrive pas à partager le même langage face à l'ennemi. C'est ainsi qu'il est important et nécessaire que ceux qui ont eu à toucher les arts et ceux qui n'en ont pas touché, de se mettre autour d'une table pour régler les différends. En réglant les différends, ils auront le même langage pour pouvoir faire face aux problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est le Rwanda. Je vais à la signature de l'accord de paix signé entre les deux pays. Vous pensez qu'ils auront le même langage et ça sera dans quel cadre après un gouvernement élargi? Parce que nous savons aussi à quoi... Je vais en finir avec ma pensée. Allez-y, il vous reste une minute. Exactement, je pense que la répartition de minutes ne serait pas juste parce que je n'ai pas assez parlé. J'ai un chrono là. J'étais en train de regarder les chronos. Malheureusement, il n'y a pas un chrono pour qu'on y tienne compte. Alors, je reviens. La signature de l'accord de paix signé à Washington le 4 décembre entre les deux pays, le Rwanda et dans cet accord de paix signé, on prévoit les discussions internes, si vous en avez lu. On prévoit les discussions internes. À telle enseigne, parce que nous sommes journalistes, parce que nous sommes analystes, parce que nous sommes Congolais conscients, cultivés, curieux. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'est au courant de la semaine passée, que le président angolais, et vous savez le rôle que joue l'Angola dans la sous-région, l'Angola qui n'est autre qu'une gendarme des États-Unis. L'Angola a reçu le président, l'ancien président Joseph Kabila. L'Angola a reçu les évêques et quelques opposants. Je cite, il y a eu des gens comme de Moussa Nyamousi et les autres. Et cette mission lui confiée par les États-Unis vise à quoi? À ce que les Congolais puissent se parler à l'interne. C'est que le dialogue interne entre Congolais a pour objectif de vider le problème endogène. Il y en a le problème endogène. Et c'est en réglant ce problème endogène que l'on saura maintenant faire face au Rwanda qui est le problème permanent. Parce que là, nous sommes dans une crise qui est crise régionale. Très bien. Donc voilà, il faut régler aussi le problème dans la sous-région. Donc vous acceptez qu'il y a aussi une crise régionale. Il y a la crise régionale. Et puis vous avez des menaces venant du Rwanda, venant de l'Ouganda. Il ne faut pas s'évaler la face. Aujourd'hui, Kinshasa, cher Didier, aujourd'hui Kinshasa, c'est seulement que Kinshasa ne veut pas avoir des adversaires. Mais le Rwanda et l'Ouganda, c'est aussi un problème pour le Congo. Très bien. Très bien. Alors je reviens à vous. Votre débatteur Guillaume qui dit que le dialogue est incontournable, inéluctable, comme il est dit. Vous dites que ce n'est pas les moments. Question directe. Comment pensez-vous finir cette crise politique? M. Youma n'a pas tort. Et je l'ai dit d'entrée de jeu que le dialogue était nécessaire, mais pas suffisant. Mais quand vous regardez ce qui se passe dans la classe politique interne ici,
on se campe sur les dialogues et ils présentent à la population comme si les dialogues étaient la finalité nécessaire pour aboutir à une paix durable. C'est pour la finalité, c'est se tromper de chemin. Ah bon? C'est se tromper vraiment le chemin. Je voudrais d'abord rebondir sur votre question liée à Lomé. Vous savez, depuis très longtemps, l'Union sacrée, le président Tshisekedi et tout le monde, à qui c'était Congolais, de ne pas citer le Rwanda comme notre agresseur. Mais le même Kinshasa, pouvoir de Kinshasa, Union sacrée, le président Tshisekedi, se tourne vers Lomé dans un processus géré par l'Union africaine, alors que l'Union africaine est en train d'entretenir les flous par rapport au conflit que nous vivons. Et il n'a jamais cité le Rwanda comme notre agresseur. Okay. Et on peut dire que l'Union africaine, comme l'a dit mon co-débatteur devant moi en face, que l'Union africaine est tireur de ficelle. Pendant que tous les pays de l'Union européenne ont reconnu le Rwanda comme agresseur de la RDC. Pendant que les États-Unis ont reconnu le Rwanda comme l'agresseur du Congo. Et tous les pays du monde, ce qui a conduit, n'est-ce pas, au vote de la résolution 2673, qui est un instrument juridique international de haute portée, sur lequel on devrait s'accrocher définitivement pour pousser le Rwanda à quitter notre territoire. Non, nous quittons le schéma nécessaire qu'il faut. Nous abandonnons toutes les propositions louables proposées par Dr Denis Mukwege, dont la conférence internationale sur la paix en RDC, on rentre dans le schéma de celui qui est tiré de ficelle, l'Union africaine. Très bien. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Il y a de la matière. Permettez-moi. Allez-y. Tout ce que maintenant, si vous avez suivi le schéma qu'on nous a présenté par l'Union africaine, donc le président du Togo, facilitateur, médiateur, en dessous de lui, il y a des médiateurs, et on prend tout ce que la RDC a pris comme engagement à Addis Abeba, on fait ça des sous-commissions. Très bien. On le second Obasanjo, qui est kagamiste. Tout le monde sait que Obasanjo était kagamiste, était proche de Kagame. On lui donne la thématique armée, non notre armée. C'est lui qui doit proposer des mécanismes pour réformer l'armée. Et pourtant, nous avons pris comme engagement à Addis Abeba, nous-mêmes Congolais, de réformer l'armée et notre police. Mais là, c'est ce monsieur-là qui va gérer cette question-là. Les groupes armés. Les groupes armés. Nous avons pris l'engagement à Addis Abeba de combattre les groupes armés et mettre fin. Et les pays limitrophes ont pris l'engagement de ne pas soutenir aucun groupe armé et voilà sur notre territoire. Mais là, comment pensez-vous définir tous ces cadres et tous ces points dont vous dites là sans un dialogue? Parce que ça concerne tout le monde. Ça sera dans quel cadre que nous devons définir? Moi, je pense que le cadre idéal serait un dialogue où il y a Denis Mukwege, dit ce que tu veux, il y a les Congolais, il y a Didier Kanyinda aussi, parce que nous avons des choses à dire. Monsieur les journalistes disaient, nous, Mukwegistes, nous avons une chronologie, parce qu'il ne faut pas faire les choses vaille-que-vaille. La première méthode pour aller sur la voie de la paix, c'est la résolution 2773. La deuxième approche, c'est la conférence internationale sur la paix en RDC, qui pourra mettre sur toute la table tous les acteurs majeurs du conflit, dont tous les pays membres de la CIRGL, tous les multinationales qui ont besoin de nos matières premières stratégiques sur la même table, et leurs pays avec qui nous devons discuter. Il ne faut pas oublier aussi les opérateurs économiques congolais qui tiennent aussi des comptoirs de minerais et qui vendent ça de façon illicite. Et vous savez que les conflits dans notre pays a pour soubassement le minerai stratégique. Très bien. Pardon, quand vous me coupez comme ça, je la télévision, c'est le temps. Je vous ajoute une minute. Quand tous ces mondes-là sont sur la table, on touche la question internationale. Les conflits, on résout le problème au niveau international. C'est là que maintenant, on rentre maintenant à l'interne dans un dialogue national inclusif, là où tout le monde doit participer. Mais une chose est vraie, ce dialogue-là ne doit pas être un blanchissement, une blanchisserie. Tout celui qui a tué, qui a violé, qui a participé à des crimes, depuis 1993, le tribunal pénal international doit être mis en place à travers la justice internationale, mais également la CPO doit aussi s'activer pour juger les crimes à partir de 2002. Très bien. C'est là que nous insistons. Mais j'avais des explications données par rapport au processus de Lomé, que nous déjà, avant que ça commence, nous réquisons nous Mukwegistes. Ce processus-là, ça nous amène à la compte des objectifs et ça va prendre beaucoup de temps à lier en place de la conférence internationale qui peut se tenir en 3 jours et toucher des questions plus profondes. Très bien.
Sylvain Mwanga. Là, je suis tout à fait d'accord avec M. D'accord. Marius. On doit, je vous vraiment pose pratiquement procéder à un dialogue sincère très bien. qui doit mettre chacun devant Oui, ses responsabilités. mais on rencontre la question qu'il faut nécessairement un dialogue. Vous dites que ce n'est pas... S'il vous plaît. Non, je ne laisse pas passer ça. Nous devons commencer par la conférence internationale sur la paix. C'est ça le socle. Exactement. Et après ça, c'est le dialogue. Il ne faut pas me dire aux Congolais que non, le dialogue est indispensable pour arriver à la paix. Nous en avions connu à San City. Là où vous rencontrez votre co-débatteur. À San City, on a connu le même dialogue qu'on a de demander aujourd'hui. Le dialogue sincère. Mais 20 ans après, ça n'a pas résolu le problème. Très bien. S'il vous plaît. Alors vous dites la même chose. Vous dites que, je simplifie, vous dites que oui, les dialogues, mais avant, il y a des préalables. C'est ça que vous dites en d'autres termes. Après, il y aura un dialogue sincère. C'est ça que vous dites. Voilà. Et je vous suis très bien. Sylvain Lumonga, dialogue, oui. Mais comment dialogue pas maintenant? Mais vous pensez que c'est quel cadre nous allons discuter? Les Congolais vont échanger sur des points saillants. Il y a la semaine dernière où Kagame a dit clairement que, par exemple, le Kivu, c'est un espace rwandais. Ça, ce sont des déclarations fortes, des déclarations fracassantes où les Congolais doivent signer. Déjà des déclarations fausses parce que ce n'est pas exactement, vrai. Exactement, ce qui n'est pas vrai parce que Kagame ne connaît pas l'histoire. Qu'il parle de lire l'histoire, il saura que les terres rwandaises étaient une appartenance congolaise en 1900. Et par contre, c'est le Congo, c'est le roi belge qui a cédé une portion sur base de tous ces conflits que nous avons. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi une guerre à venir, la guerre de l'eau. Parce qu'il y a des pays africains qui n'ont pas de l'eau aujourd'hui. Ce sont des conflits comme ça où la RDC est guettée à cause de nos richesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon très cher frère, j'ai bien écouté mes co-débatteurs. Vous savez, cette question que nous sommes en train de parler, ça perdure depuis plus de 30 ans. Oui. Ça fait 30 ans que des Congolais sont tués pour des intérêts égoïstes. Il y a un principe du droit, un principe fondamental du droit international qui dit l'intangibilité des frontières d'un État souverain sont non négociables. Oui. Non négociables. Non négociables. Ok. La Charte des Nations Unies dit que le territoire d'un État souverain est inviolable par un autre État. On ne peut pas violer le territoire d'un autre État par un autre État, modifier ça pour de quelconques intérêts. Nous avons hérité notre pays de nos colons, en quelque sorte nos colonisateurs. Mais ça fait déjà 30 ans que nous subissons cette même guerre injuste, nous imposée par notre voisin et sous couvert de multinationales. Et à chaque fois que la guerre revient, les hostilités recommencent, toujours dialogue, toujours dialogue, toujours dialogue. Et quand nous allons dialoguer, nous avons connu l'accord de Lusaka, nous avons connu San City, oui. Nous avons connu plusieurs dialogues dans ces pays, mais qui au final, chacun vient autour de la table pour retirer la part du gâteau. C'est dans ces mêmes schémas. Oui, c'est dans ces mêmes schémas qu'on veut nous ramener. Non. Voilà pourquoi, moi, je dis, avant dialogue, il faut d'abord un cadre de concertation. Même avant un cadre de concertation, il faut d'abord des consultations. Un cadre de concertation. Et j'en viens à ce qu'a dit mon frère Marius, une conférence sur la paix. C'est à ce stade qu'on saura comprendre que réellement, des Congolais qui ont si dépassé les intérêts personnels sont prêts pour un dialogue inclusif en interne. Très bien. C'est à ce niveau-là que nous pourrons affronter maintenant des problèmes régionaux. Kagame, le président Paul Kagame est obsédé de nos terres. Il est
un peu largement malade. Moi, j'ai toujours largement dit... malade. Largement malade, je vous dis. L'obsession des notaires lui rend largement malade. Moi, j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo, si nous allons procéder sur l'option militaire, que souhaitent d'ailleurs beaucoup de Congolais, nous devons annexer la République du Rwanda comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas que... Pas clôturer, comme vous dit, mais annexer. Non, annexer ça comme la 27e province de la République démocratique du Congo, et un président congolais doit commencer à diriger le Rwanda comme une 27e province. J'en viens à l'ancien président de la République démocratique du Congo, le président du Zaïre à l'époque, le feu Marshal Mobutu. À l'époque du Marshal, ce Paul Kagame n'avait pas du temps à manquer du respect à la République démocratique du Congo. Oui. Un État qui entre en République démocratique du Congo autant de fois peut ainsi nous agresser autant de fois. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est soutenu par des puissants. Il est soutenu non seulement par des puissants, mais aussi des organisations sous-régionales, régionales, mais aussi internationales. Très bien. Qui prennent le Rwanda comme un bébé qui doit être toujours dorloté à tout moment, et que le Congo, la République démocratique du Congo est tellement grande que les Congolais ne parviennent pas à s'en servir. Il faut donner une partie aux Rwandais et le Rwandais. Non, ce n'est pas le cas. Très bien. Vraiment, cette situation a perduré pendant beaucoup d'années. Il faut que ça cesse. Très bien. Moi, permettez que je puisse citer. Je sais que cette histoire des dialogues, je vous dis aujourd'hui, si nous allons au dialogue, nous allons retourner dans les mêmes schémas. Parce que déjà, j'entends dire, il y a quelques semaines, j'ai entendu Corneille Nangaa dire, si nous allons aller au dialogue, Félix ne doit pas participer au dialogue parce que c'est lui le problème. Mais c'est catégoriquement impossible. C'est lui le président de la République, élu au suffrage universel valablement exprimé par des citoyens congolais en plein mandat, mais vous réclamez un dialogue dont vous dites que lui ne doit pas être partie prenante au dialogue. C'est déjà un problème sérieux. Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit que ces dialogues vont nous ramener dans le même processus. Nanga déjà qui se réclame que Babotola est carré mienae. Bon, tant qu'on a un dialogue, on réclame carré mienae. Très bien. Donc ça sera les intérêts de la frustration, tous les Congolais vivent dans de frustrations. Nous devons nous surpasser. Très bien. Nous devons nous dépasser de nos intérêts personnels pour faire de la République démocratique du Congo une locomotive d'Afrique. Très bien. Yuma, vous chutez une minute. Vous allez même chuter par là. Les déclarations de Paul Kagame, quel est votre point d'analyse? Mais ben, écoutez, c'est simple. Ce sont des déclarations mensongères. C'est quelqu'un qui est en train de tromper à haute voix. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'histoire. Ce que les Congolais peuvent dire à haute voix, c'est d'appeler Kagame à aller revoir ses notes. Parce que qu'il aille en Belgique, parce que ce sont de Belges. Et nous, et eux. Oui. On a été colonisés par la Belgique. Exactement. Après la chute de quoi nous avons les mêmes colons. En fait. Exactement, parce que le petit Rwanda était sous la colonisation de l'Allemagne, avec tout ce qui est arrivé. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez ce qui est arrivé. On a récupéré à l'Allemagne tout ce qui lui appartenait. Et c'est ainsi que la Belgique va bénéficier de certaines colonisations de l'Allemagne. Et c'est ainsi. Mais allons-y. Les bornes ont été placées. Les bornes, c'est pas Kagame qui a placé les bornes. Oui. C'est pas Kagame qui a placé les bornes. Kagame a trouvé les bornes. D'abord, ses aïeux, c'est-à-dire ses parents ont trouvé les bornes. Les bornes n'ont pas été placées par le Congolais, c'est par le blanc. C'est en convention. Voyez-vous? Oui. Donc, que Kagame ne se mette pas à distiller le mensonge à haute voix, à déformer, d'ailleurs c'est le vocable qui convient, à déformer l'histoire. L'histoire reste têtue et l'histoire est là. Le Grand Kivu appartient à la République démocratique du Congo. Ce sont des terres appartenant à Simon Kimbangu, à Lumumba, à Laurent Désiré Kabila et à tous ses pères fondateurs de cette nation. Donc voilà. Très bien. Vous chutez par là. Oui. Je voudrais dire ici de Kagame, que cette déclaration de Kagame doit être également. Cette déclaration de Kagame doit être prise au sérieux par tous les Congolais à tous les niveaux. Oui, nous devons le prendre au sérieux. Au sérieux. Et je pense, comme cela est venu d'un chef de l'État, le président Tshisekedi devrait aussi répondre farouchement à cette question au président Kagame.
Ok. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce discours-là, Avant les présidents, il fallait que d'autres politiques s'il aussi vous en plaît, parlent. ce discours-là Oui. de Kagame n'est pas un premier discours d'un président rwandais. Sous le régime du président Habyarimana, ce genre de discours se tenait, on en parlait, mais ce n'était pas en public parce que Habyarimana avait peur de Mobutu. Oui. Mais le président Pasteur Bizimungu du Rwanda tenait le même discours. Kagame tient le même discours. Les pasteurs catholiques, les archevêques rwandais, ils parlent le même discours. Ben oui. Dans les écoles au Rwanda, on enseigne que nos territoires appartiennent au Rwanda. Mais qu'est-ce que nous, on enseigne dans nos écoles? Dans les théâtres au Rwanda, dans les musiques rwandaises, Oui. on chante ça. Ici, chez nous, qu'est-ce que nous faisons dans nos théâtres? Qu'est-ce que nous chantons dans nos musiques? Il faut qu'il y ait des messages forts pour que nos enfants sachent que le Rwanda appartenait à un certain moment au Congo. Et quand c'est cristallisé dans nos esprits, nous serons toujours prêts de défendre notre territoire. Parce que cela est en train de créer des flous dans l'esprit collectif de nos enfants. Quand Kagame dit ça et que chez nous on ne réagit pas, on risque de croire que c'est ça la réalité. Alors que la réalité est... Alors que la réalité est que le Rwanda était un groupement, il faut dire ça comme ça, Oui. des gens des territoires du Sud Kivu. Parce que le Rwanda a la dimension d'un groupement dans le Sud Kivu. D'un Ouais. groupement, pas, D'un- même un pas d'un territoire, d'un oui, groupement. Ça, Donc il ce faudrait- discours-là doit être pris au sérieux par tous les Congolais et dire non. Mon co-débatteur a posé une question très importante, je cite par là, permettez. Il a demandé comment est-ce que les Congolais peuvent se mettre ensemble s'il n'y a pas un dialogue pour demander à ce qu'il y ait la résolution, la mise en place, l'application de la résolution 2773. Oui. Je lui rappelle qu'en 2002 ou 2003, lorsque Mutembousi s'empara de la ville de Bukavu, les Congolais à l'unisson, de l'opposition comme de la majorité, et au même moment, à l'est, à l'ouest, on s'était levé pour dire non à l'agression de Mutembousi à Bukavu. Et la communauté internationale avait compris cette démarche-là de la population et on avait intimé l'ordre à Kundabatware et à Mutembousi de quitter la ville. Et après, c'était le retour triomphal de du général Mouzamabé dans la ville de Bukavu. Très bien. Donc, en dehors des dialogues, les Congolais peuvent se mettre ensemble. Il suffit seulement d'institutions patriotiques. Très bien. On Très peut bien. affronter les conflits qui nous mettent à genoux pendant plus de 30 ans. Très bien, donc il ne s'agit pas que de dialogue. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de l'émission. Un mot de la fin. Un mot de la fin, rapidement. Vous savez, 30 secondes. dans quelques secondes, oui. je voulais un peu rebondir sur ce que mes co-débatteurs ont dit. Au Rwanda, les évêques catholiques, dans les écoles, partout, on enseigne que Massissi, Rutshuru, certains de nos territoires, ce sont des territoires rwandais. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, au Rwanda, ils n'ont pas coupé les chaînes congolaises qui émettent sur le bouquet Canal+. Mais chez nous, en RDC, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, voilà. ils ont coupé toutes les chaînes rwandaises. Mais pourtant, le Rwanda, ils regardent nos chaînes, ils voient comment planifier, nous attaquer. Pendant que nous, là, nous sommes dans le flou. On ne sait pas voir ce qu'ils disent sur leurs médias pour qu'on voie aussi comment répliquer. On reste dans le flou. Voilà pourquoi j'en viens à ce que le ministre Mouindo Nzangi avait dit sur Bossolo, que cette guerre, sur le plan médiatique, sur le plan de la communication, nous l'avons échoué. Sur le plan de la communication. Oui, Très ça bien. c'était un membre du gouvernement Très qui bien. avait dit ça. Très bien. Pourquoi? Parce que chez nous, pourquoi les CESAC a coupé les chaînes rwandaises? Très bien. Il fallait Merci. qu'il bandota la chaîne rwandaise, bisope tout le monde a comment quoi attaquer Kabango. Très bien. Parce que eux, chez Guillaume, un eux, mot. nous attaquent aussi. Oui, un dernier Mais mot. nous, on est dans le flou. Très bien, un dernier mot. 30 secondes. Mon dernier mot, c'est... Ils ont évoqué la guerre médiatique en tant que en tant C'est- qu'acteur du média savez aussi. qu'il avait dit, Est-ce c'est- que voilà, vous êtes déjà dans les médias là, vous avez perdu une guerre médiatique là. Non, Est-ce que écoutez, nous avons il y a- échoué la guerre vous, médiatique? Vous savez, comme non, Mouindo non, Nzangi a dit? mais non, moi je pense que nous, on a échoué en termes de ce qu'on appelle la guerre médiatique. Parce que la guerre médiatique ne se fait pas de manière désordonnée. Non, la guerre médiatique, c'est-à-dire, c'est un plan élaboré par l'État congolais qu'on on impose à tout le média
privé comme public, Oui. et à tous les communicateurs, c'est-à-dire ces gens qui ont de la chance de se retrouver dans des plateaux Oui, comme oui. celui-là, d'avoir un discours face au discours de l'ennemi. Voilà. C'est ça la guerre médiatique. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler, Oui. parce que ici, vous avez affaire à des gens qui prennent de leur temps à lire, à s'outiller, à lire l'histoire, à feuilleter. Oui. Pendant la guerre froide, et la guerre froide plutôt, les États-Unis ont gagné la guerre froide. Pourquoi? C'est grâce à la guerre médiatique. Très bien, Vous comprenez? bien sûr. Parce que la guerre médiatique, La guerre est d'abord vise à médiatique, quoi? hein. Et la guerre médiatique joue avec ce qu'on appelle la psychose. Voilà. C'est-à-dire on crée la psychose, on crée les tensions, et puis on dit ce qui n'est pas vrai, mais on le fait croire aux gens. On C'est-à-dire, manipule l'opinion. on manipule l'opinion. Très Mais bien. maintenant, nous, on a vu, permettez-moi le terme, parce que je ne pense pas qu'on serait dans une église, on va dire Alléluia, Amen. Ou par exemple, quand quelqu'un vient vous dire changement de narratif, mais quel narratif avez-vous changé? Parce que c'est par là, le narratif devait être un narratif qui va faire face au discours de l'ennemi. Mais vous très n'avez bien. pas ce narratif. Très bien. Vous racontez vos vies aux gens, vous amenez des histoires. C'est à quoi les Congolais conscients doivent se tenir pour dire non, il faut redéfinir les choses. Très bien. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais ce n'est qu'une partie remise. Nous allons voir comment nous allons faire revenir nos estimés invités. Parlons de sujets qui accrochent la guerre médiatique. Je l'ai dit toutefois à basse voix, parce que Mouyaya, c'est vrai que c'est notre frère. De temps à autre, quand je passe sur les routes, on me dit que je les ressemble un peu. Mais Mouyaya ressemble aussi à ce que nous vous disons. Patrick Mouyaya, écoutez aussi. Hein, ça nous fera du bien. Il faudrait changer la dogme. Rester sur des bons éléments pour mener cette guerre aussi médiatiquement, parce que le Congo nous appartient, parce que nous aimons le Congo, parce que le Congo c'est le miroir de l'Afrique, et parce qu'il n'y a qu'un seul pays qu'attend l'Afrique pour finalement décoller, c'est la RDC. Restez donc branchés sur nos antennes Congo 26. Bonsoir chez vous.